Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. J'étais en train d'écrire un texte de bienvenue et puis je me suis dit que finalement le plus important, c'était de vous accueillir avec le plus de sincérité possible. Alors surtout, soyez les bienvenus pour cette première émission de l'année avec le Conseil national français de transition, canal historique, et surtout ses chroniqueurs, Bruno, Philippe, Jean-Pierre qui ne saurait tarder, et également vous, messieurs, dames, surtout, bonsoir à vous, bienvenue, bon début d'année. Alors évidemment, au cas où ça nous aurait échappé, où tout le monde n'aurait pas été là, on souhaite de la meilleure année possible à tous nos auditeurs, tous nos adhérents, que 2025 soit l'année de tous les bonheurs, tous les plaisirs, toutes les révélations, toutes les joies, tout ça, ça va ensemble, et qu'on arrête de se situer dans un monde dangereux dont on ne connaît pas l'issue par avance et qui fait peur à tout le monde. On va s'apercevoir que ce qui arrive demain, pour demain en tout cas, c'est fait pour réjouir et c'est pas fait pour faire peur. Voilà. Alors moi, je vais aussi souhaiter une très très bonne année 2025 à tous nos membres, à tous nos auditeurs, à tous ceux qui sont nos sympathisants, à tous nos ennemis, à toute l'oligarchie, à la DGSE, la DGSI qui nous écoutent si bien et si souvent, et aussi à tous ceux qui font partie de l'oligarchie, qui croient encore qu'ils vont pouvoir instaurer ce fameux nouvel ordre mondial qui a beaucoup de plomb dans l'aile. Je leur souhaite une très bonne année parce que de toute façon, c'est toujours le peuple qui va gagner. Et comme le disait Iota, en ce qui concerne la Grèce ancienne et la démocratie athénienne, dans la démocratie athénienne, les oligarques n'étaient pas ostracisés, les oligarques pouvaient participer à la démocratie, mais ils étaient les égaux du peuple, du reste du peuple. Et c'est vers cette direction-là qu'il faut s'orienter. C'est en tout cas le but et l'objectif final du Conseil national de transition français canal historique. Donc, bonne et heureuse année 2025. Et nous entrons tout de suite dans le vif du sujet, justement, avec quelles sont les exactions concrètes du Conseil national de transition français canal historique. Alors, avant de démarrer sur les actions concrètes, on peut aussi se faire plaisir en se disant que la chasse aux mécréants ou la chasse aux mauvaises personnes est ouverte. Alors, on vient d'apprendre récemment que Monsieur Bill Gates a donné de l'argent pour des études. Alors ça, donner de l'argent pour des études, ça n'a rien de répréhensible en soi. Et surtout, ça n'a rien d'étonnant venant de Monsieur Bill Gates, dont c'est un peu la fonction. Hein, il donne de l'argent un peu partout, mais il le récupère par en dessous. C'est ce qui est assez bien fichu dans son cercle de travail. Et là, en l'occurrence, il a donné pas mal d'argent pour démontrer que l'ivermectine et l'hexachloroquine, l'hydroxychloroquine, je m'y perds, eh bien que ces deux produits étaient dangereux et qu'il fallait surtout pas les donner aux gens qui ont une maladie quelconque et en particulier Covid-19 évidemment. Alors il s'avère que après avoir récupéré les éléments de cette étude, ils sont dangereux effectivement ces produits lorsqu'ils sont administrés à hauteur de 4 ou 5 fois la dose prescrite. Là, ils deviennent dangereux, voire mortels. Et c'est dans ce cas-là que l'étude a été conduite. C'est-à-dire qu'en fait, pour conduire à la conclusion que ces produits sont dangereux tout court, on fait des essais en multipliant par 4 les doses prescrites, et là, on est sûr qu'ils vont être dangereux. Mais c'est pas mis dans le rapport des équipes que Monsieur Gates a mis en œuvre. Donc ça constitue au choix une forfaiture, une trahison, un crime, enfin c'est plusieurs choses possibles. Et ça c'est avéré, hein, voilà. Et on sait également que Monsieur JFK, comme on l'appelle, John Fitzgerald Kennedy Jr., qui va faire partie de la troupe de l'équipe de Monsieur Trump. Eh bien lui, il est vent debout, comme on dit, hein, et contre justement Big Pharma et toutes ses actions et ses exactions. On salue Jean-Pierre au passage. Bonjour Jean-Pierre, si tu peux t'asseoir. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Alors Philippe, je vais te
Oui. peut-être te couper de 2 secondes. D'abord, c'est pas John Kennedy, c'est Robert Kennedy. Hein. Et puis autre chose, comme disait un jour un de mes médecins, tout est question de dose. Si on te fait ingurgiter 50 litres d'eau, bah, ce sera un poison pour toi, ça va te tuer immédiatement. Donc tout est poison en fonction des doses qu'on ingurgite. Imaginons que rien qu'avec du Doliprane, on multiplie par 4 la dose, évidemment, tout à coup, ça devient mortel. Évidemment, le Doliprane, c'est dangereux. Exactement. Et comme le disait le professeur Raoult, tout ce qui est sorti contre l'hydroxychloroquine, c'était toujours sur des utilisations mal dosées et donc qui ne correspondent pas du tout à ce que le professeur Raoult a fait au niveau des patients qu'il a guéris du Covid grâce à l'hydroxychloroquine. Voilà, bah, ça rejoint exactement ce que nous disions, hein, c'est-à-dire que Monsieur Gates, il paye des gens pour faire des faux rapports. Je vais faire court, mais c'est ça, des faux rapports, puisque dès lors qu'on n'utilise pas la dose correcte, il est évident que ça ne peut pas fonctionner. Juste une chose, ça me fait grincer des dents, Bruno, quand j'entends dire que l'on a guéri des gens du Covid, puisque étant donné que le Covid n'existe pas, comment peut-on les guérir? Bah, le Covid n'existe pas, mais l'arme biologique qui a servi à faire cette fausse pandémie, elle existe et elle a vraiment rendu les gens malades. Et donc, contre cette arme biologique, eh bien, il faut un antidote qui soit naturel et non médicamenteux, dépendant de Big Pharma. C'est ce que je voulais dire. Alors, par rapport à des faux rapports, eh ben, moi, je vais citer un vrai rapport très intéressant qui vient de sortir par des scientifiques qui ont démontré que la hausse du CO2 a créé une énorme hausse de la végétation sur toute la Terre. Donc la végétation se développe énormément. Donc le CO2 étant un engrais extraordinaire pour les plantes, eh bien il est absorbé. Et donc contrairement à ce qu'on veut nous faire croire dans toute la secte réchauffiste, eh bien la Terre se porte de mieux en mieux grâce au CO2. Bravo. Excellente parole qui confirme tout simplement qu'on est pris dans un maelstrom d'informations fausses. On a évoqué les précédentes avec Monsieur Gates, mais là, c'en est encore la preuve. C'est-à-dire que ce CO2, non seulement il est pas dangereux, mais il est nécessaire d'après certains savants. On serait même en dessous de la dose nécessaire pour la Terre. Donc voilà. Donc pour être tout à fait clair. Donc ça continue. Ils font des démonstrations qui sont fausses. Ils nous produisent des rapports qui sont inexacts, et tout ça avec l'OMS, tout ça au travers je dis l'OMS parce que Monsieur Bill Gates en détient quand même une sacrée partie de cette OMS, et que lui aussi fait des faux rapports. Alors on a aussi un autre événement que je voudrais citer, c'est les problèmes des œufs aux États-Unis d'Amérique. Alors c'est peut-être peu connu chez nous, voire même pas connu. Dès lors qu'on regarde le Monde et le Figaro, on va pas en parler du tout. Mais et encore moins sur la télévision, mais aux États-Unis, il y a un gros problème avec les œufs. Ils ont un problème avec le H5N1. Le H5N1 qui c'est la maladie de la grippe aviaire, ce qu'on appelle la grippe aviaire. J'espère que je me trompe pas là, je parle sous contrôle. La grippe aviaire, alors ça veut dire, c'est quand même bizarre que cette grippe aviaire arrive d'un coup comme ça, à l'air de nulle part, du fond de l'espace, on ne sait pas trop bien. Et en fait, à tous ces mystères, il y a forcément une réponse. Et cette réponse, elle est tombée, c'est-à-dire que la Food and Drug Administration utilise des gens pour aller polluer tout simplement les œufs américains sous prétexte de venir pour contrôler que tout va bien et que justement il n'y a pas de grippe aviaire, et que devinez ce qu'ils font. Ils en profitent pour essaimer en quelque sorte le virus, enfin le virus, disons le vaccin ou je ne sais pas le vaccin, mais le poison de la grippe aviaire. Et ce qui explique que ces poules meurent et que les œufs sont mauvais, il faut les jeter, etc. Et que tout doit être détruit, œufs et poules. Ce qui fait que le prix des œufs a été multiplié par un coef 1,8 ou à 2 en quelques jours, quoi. En quelques jours. Avec évidemment l'alarmisme à la clé. Attention, H5N1, on va tous mourir, quoi. Toujours comme d'habitude. Pas de chance. Il y a quand même des policiers, notamment des policiers de l'armée américaine, qui se sont mis sur l'affaire et qui ont cherché à enquêter, comprendre pourquoi ces œufs subitement étaient devenus empoisonnés au H5N1. Le mot est juste, ils ont été empoisonnés au H5N1 par des êtres humains, tout simplement, mal intentionnés, évidemment, et je trouve que le mot mal intentionné est inadapté. Il faut plutôt parler d'ennemis cachés, ou d'ennemis qui se font passer pour des amis, et qui viennent pour faire des contrôles et qui en profitent pour semer la cause des problèmes, quoi. Alors ça, c'est très grave.
C'est très grave, ça a déjà été fait. On peut parler d'un autre exemple, mais je vais te laisser la parole, Bruno, si tu veux rebondir là-dessus. Oh, moi, je voulais juste dire qu'on marche sur la tête, comme disaient les agriculteurs, et le fait de voir Jean-Pierre qui avait la tête en bas m'a fait penser à ça tout de suite. Maintenant, ça va, Jean-Pierre a retrouvé la bonne position de sa caméra. On marche sur Alors la moi, tête je et voulais, parfois on marche sur les œufs aussi, ouais. J'y ai pensé. Oui, Jean-Pierre, on t'entend. Oui, alors c'est mon téléphone qui a redressé, parce qu'en fait, il est toujours à l'envers. Moi, je suis à l'endroit, j'ai cette chance. Mais j'ai voulu coopérer avec cette maladresse, entre guillemets, parce que je vais vous parler des fous. En jeu d'échiquier, il y a le fou de la reine et le fou du roi. Et ces fous étaient vénérés autrefois. Ils étaient considérés comme le feu de la cité, et le feu, ça réchauffe, et ça permet de faire la cuisine, et ça permet de s'éclairer. Donc le fou, c'était quelque chose de très important, c'est d'où le nom garde-fou, parce que le fou, il a besoin d'être protégé, entouré et un peu surveillé, comme le feu d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que je m'étais mis la tête à l'envers en disant peut-être je suis fou et fier de l'être. Je suis une sorte de feu doux, de feu qui réchauffe, de feu qui prépare à manger, de feu qui éclaire. Je ne suis pas un feu violent, je l'ai été, mais j'ai choisi de ne plus l'être. Merci de m'avoir entendu. alors, comme disait Coluche, plus il y a de fous, moins il y a de riz, comme disent les Chinois. Et moi je dirais, qui est le plus fou? Le fou ou le fou qui dit au fou qu'il est fou? Voilà, donc on peut parler. Moi, je pensais qu'on allait rebondir sur la folie de celles et ceux qui empoisonnent les œufs, parce qu'il faut une part de folie pour faire ça aussi, ou d'irresponsabilité, ou tout simplement de croire en d'autres choses que le commun des mortels, là, c'est-à-dire la race humaine en général, à laquelle elle croit, hein, qu'on soit chinois, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit animiste, voilà. Eh bien, on a tous les mêmes valeurs, on a tous les mêmes éthiques quand même au départ, hein. Ne pas faire à l'autre ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse, ça commence par là. Et là, visiblement, on est sur des logiques d'empoisonnement. Alors, je voudrais faire un parallèle, si on a 2 minutes, avec la Grèce antique. Vous vous souvenez peut-être que la fin de la démocratie en Grèce le tocsin a été sonné par justement un certain nombre de maladies, ou une maladie en tout cas, est intervenue, qui a coûté la vie à beaucoup, beaucoup, beaucoup de Grecs à cette époque-là, et notamment à Périclès qui en est mort lui aussi. Voilà. Et donc cette maladie, on l'a jamais détectée. Même en faisant un diagnostic à partir des témoignages de cette époque-là, aujourd'hui, on ne sait pas trop bien dire, ou on ne veut pas trop bien dire d'où ça venait. Et il faut se rapprocher d'une thèse que je trouve intéressante. Ça n'est qu'une thèse, hein, ou une hypothèse, appelez ça comme vous voulez. À savoir qu'il y avait à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, des fonderies. Les fonderies, c'était essentiel pour forger les épées, c'était essentiel pour forger les outils, et il y en avait dans toutes les villes, c'était normal. Et les fonderies, il faisait chaud dans les fonderies, ça c'est une particularité. Mais il suffit de verser dans les liquides qui fondent un certain nombre de poisons, vous obtenez des poisons très violents qui ne se sentent pas. Et donc, se peut très bien qu'au travers de ces fonderies qui étaient réparties sur toute la Grèce, il se peut très bien que des gens aient fait exactement comme avec les œufs dont j'ai parlé tout à l'heure, H5N1, ils ont distribué, non pas comme le Père Noël, mais sur le principe un petit peu quand même, ils ont distribué un petit peu à droite et à gauche des poisons qui ont fini par mettre le H5N1 à l'ordre du jour aux États-Unis, sur les œufs des États-Unis, et peut-être mettre un poison à identifier, à créer et à trouver, tout simplement, hein. Mais ça, c'est une enquête qui est possible. Au sein des fonderies grecques, ce qui est une piste qui, à ma connaissance, n'a jamais été suivie. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est d'autres que moi. Mais on est toujours en passe de découvrir des solutions dès lors qu'on raisonne dans le bon sens. C'est-à-dire que si on n'avait pas aujourd'hui, si on savait pas comment les choses sont faites aujourd'hui, avec quel machiavélisme elles sont faites par une bande de gens qui veulent notre mort, si on ne savait pas ça d'aujourd'hui, on n'aurait pas eu l'idée d'aller chercher une solution de cette nature-là dans la Grèce antique. Et c'est comme ça qu'on peut faire l'histoire dans le bon sens. Voilà. Tout à fait, Philippe. Et donc maintenant, Sylvain va justement nous évoquer le sujet de ce soir.
Il a déjà été le plus évoqué. Il a été le plus évoqué. Je vais vous évoquer le sujet de ce soir, il n'y a pas de problème. Le CNTF-CH a pour but de mettre tout le monde sur un niveau d'égalité, enfin d'égalité du monde, à une meilleure, on va dire un meilleur répartissement des choses. Voilà, que chacun prenne sa responsabilité de plus avoir de dirigeants, que le peuple se dirige par lui-même, ce que l'on appelle tout simplement la démocratie, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est art de vivre la démocratie. Voilà, les actions concrètes. Ah, les Voilà, actions. donc les actions, tout à fait, Philippe et Sylvain. Donc les actions concrètes du CNTF-CH, c'est informer et construire. Alors, quand on parle d'informer, il y a toute une série d'actions concrètes que nous faisons et que nous allons développer encore plus en 2025, à savoir que nous avons déjà nos émissions qui se font depuis déjà maintenant des années, 3 fois par semaine, et dans laquelle nous aurons bientôt des invités qui viendront parler soit de projets nouveaux, soit de manière de développer correctement la future démocratie telle qu'elle a existé dans la Grèce ancienne, mais telle qu'elle va bientôt exister dans notre pays et j'espère dans le monde entier. Mais on a aussi autour de nous des lanceurs d'alerte qui sont nos sympathisants, qui nous suivent, qui relaient nos émissions. Je vais en citer quelques-uns pour leur souhaiter la bonne année. D'abord, Maître Z, avec toutes ces activités juridiques, parce que notre manière d'informer la population se passe sur 3 plans. D'abord le juridique, le droit. Deuxièmement, la philosophie de la démocratie, de la vraie démocratie. Et puis aussi sur le plan économique, comment instituer une véritable transition vers la démocratie dans notre pays. Donc je cite Maître Z, je cite aussi le site Relais Info sur Telegram. Je cite aussi notre ami Franck Coustet, qui lui aussi est un lanceur d'alerte, qui a dénoncé beaucoup de choses, notamment sur ce qui s'est passé en Belgique et au Luxembourg, et qui est venu des fois dans nos émissions. Et je cite évidemment Iota Angelaki, avec son livre La démocratie assassinée des Fialtis, qui montre vraiment ce que c'est que la vraie démocratie. Je vais citer aussi Grégory, que quelqu'un doit connaître, je pense, qui fait pas mal d'émissions aussi où il lance des alertes sur toute une série de choses, notamment au niveau technique. Véronique Padilla, l'Alliance humaine 2020, tous les groupes de gilets jaunes qui sont sur VK parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer sur Facebook, et puis Police pour la vérité qui agit en démontrant tout ce que subit malheureusement la police suite à l'intervention permanente de l'oligarchie qui essaye de nous gouverner. Donc ça, c'est une chose importante parce que c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux et nous sommes de plus en plus connus sur les réseaux sociaux. Et nous avons beaucoup de gens qui, tout en n'étant pas forcément membres du Conseil national de transition français Canal historique, nous suivent, nous regardent et transmettent nos émissions. Et puis il y a aussi l'aspect développement interne, et ça c'est tout le travail qui est fait au niveau de notre comité d'installation sur toutes les structures juridiques qui sont en préparation, sur toute aussi la manière d'agir pour réaliser une véritable transition de 2 à 3 ans pour le pays. Donc un programme dont vous avez sur conseilnational.fr quelques extraits, et puis donc tout un travail de préparation de la population à quelque chose qui va la rendre libre. Alors, je vais dire aussi quelques mots sur la présentation publique que nous avons donc édité et fait connaître un petit peu partout déjà dans le monde, sur les convergences entre notre désir d'activité, notre désir de démocratie et ce que font le président Xavier Milei en Argentine et ce que semble vouloir faire Donald Trump, et tout ce qui concerne justement la liberté d'expression et le fait que le peuple arrive enfin à être souverain et aux manettes. Alors, des gens qui nous écoutent souvent vont dire ouais, vous êtes d'extrême gauche ou vous êtes d'extrême droite. Nous, on se place au-dessus de la politique politicienne, étant donné que le fait d'être populiste dans le sens positif, c'est vraiment apporter quelque chose au peuple et permettre au peuple de s'exprimer et d'arriver dans une véritable démocratie telle qu'elle n'a jamais existé dans notre civilisation depuis l'époque de la Grèce ancienne. C'est pour ça d'ailleurs que suite à ça, je vais te passer la parole, Philippe, pour que tu
que tu complètes et que tu Ouais. rajoutes tout ce que tu Par peux rapport à dire. ce que tu viens de dire, Bruno, je voulais juste faire un petit rapport avec un commentaire qui a été laissé, disant qu'en quoi nous étions une bande de mafieux. Voilà. Nous ne Non, sommes... de mafieux. Bah Oui, 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 bande effectivement. de Ah bon? mafieux. Ouais, Oh, Comment? les mafieux sont au pouvoir actuellement. C'est ça. on est bien C'est de d'accord. l'inversion C'est de maçonnique. Ça, c'est de l'inversion. l'inversion Remettons les maçonnique. choses en place. Merci, Bruno. D'ailleurs, si on était une bande de mafieux, avec une cotisation de 5 euros pour s'inscrire au CNTFCH, eh bien, notre mafia serait très pauvre, contrairement à certaines qui, elles, sont très riches. Absolument. Alors, j'aurais juste rajouté, oui, tu as dit qu'on pouvait laisser la parole au peuple. On fait plus que lui laisser la parole, on lui laisse la décision. C'est-à-dire que c'est lui qui prend ses décisions politiques. Ça, c'est vraiment le tournant de cette affaire-là. Et puis, je rappelle quand même les fondements de ce que c'est que la démocratie. C'est effectivement le gouvernement du peuple par le peuple. Ça, c'est des jolis mots. Mais ça veut surtout dire qu'il n'y a plus de représentation politique d'un homme. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas au-dessus des partis ou à gauche ou à droite. On est dans une logique totalement différente de celle des partis. On est dans une politique sans parti. Voilà. Alors que Monsieur de Gaulle, par exemple, Charles de son prénom, avait voulu rentrer dans la bagarre la politique des partis, la république des partis, qu'il n'aimait pas, assurément, mais pour pouvoir y rentrer dedans, il a voulu créer des partis forts et qui permettent de faire avancer les choses. Il a fallu qu'il passe par un parti fort qui était le sien. Alors ça a marché le temps que l'aura de Monsieur de Gaulle a flotté sur la France, mais dès lors qu'il est parti, c'est vrai que c'était un petit peu moins efficace. Eh bien, ce que nous proposons au travers de la démocratie, c'est que cette efficacité-là, elle soit permanente et régulée par le peuple lui-même, à condition qu'il prenne conscience à la fois bien sûr de sa liberté, mais également de ses responsabilités. Alors attention, quand on dit que la participation, la responsabilité, c'est lourd, beaucoup de gens disent, moi j'y connais rien, j'ai pas envie de me verser dans la politique. Ceux qui refuseront de se verser dans la politique seront les mêmes qui devront assumer le poids de l'oligarchie et le poids de ce qui sera bientôt son esclavagisme. Hein. L'esclavagisme de ceux qui ne réagissent pas, ça va être ça. Hein. Ça va être lié au fait que je ne veux pas rentrer dans cette comment dirais-je, dans cette conception de la politique qui consiste à me faire choisir quelque chose pour moi-même, dont je n'ai pas envie. Je préfère que ce soit les autres qui choisissent pour moi et que derrière je critique quand ça va pas. Voilà, donc c'est aussi une prise de conscience, la démocratie, on y reviendra souvent. Pour ça, on fait appel aux connaissances très fines de Iota Angelakis sur ce qu'était la société grecque ancienne à Athènes, en plus de la démocratie, bien sûr. Comment ont réagi ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils ont mordu en quelque sorte à la démocratie? Pourquoi ça a pris? Ben, c'est tout simple, hein. Ils avaient le choix pour beaucoup d'entre eux entre être esclaves, et être esclave à cette époque-là, c'était compliqué, même si c'était pas forcément tellement plus dur dans certains cas qu'être salarié aujourd'hui. C'était assez voisin. Eh bien, ces gens-là ont préféré prendre leur destin en main et devenir riches par eux-mêmes grâce au système et faire des choses merveilleuses. Et c'est pendant cette période de cette fameuse démocratie que se sont faites les choses les plus extraordinaires dans la Grèce antique en termes de technique, de science et d'art, évidemment. Hein. Voilà. Alors justement, Philippe, moi je vais répondre aussi aux trolls qui quelquefois nous écrivent en disant vous êtes de doux rêveurs ou vous êtes des utopistes, vous n'y arriverez jamais, il va falloir 300 ans pour y arriver, etc., etc. Bon. Le peuple, il s'informe de plus en plus. Le peuple, nous l'informons aussi. Mais le peuple se rend compte, notamment avec ce qui se passe en France, avec la décrépitude de la Ve République, que ce système il est voué à disparaître et qu'on arrive à la fin de quelque chose. Alors tous ceux qui nous disent qu'on est utopiste, qu'on est des doux rêveurs, il faut pas oublier que Gandhi aussi était un doux rêveur et pourtant il a quand même réussi à donner à son pays l'indépendance sans violence. Nous on cherche pas à faire une insurrection, on cherche pas à tout casser comme veulent le faire certains partis politiques, on cherche pas à créer une 6e République qui n'aura juste que le nom qui va changer mais qui sera toujours gouvernée par une oligarchie. On ne cherche pas non plus à établir une idéologie communiste ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, comme tu le disais Philippe. Nous, simplement, ce qu'on dit, c'est que par le droit, par la non-violence et par l'information, le peuple doit se réveiller et se rendre compte qu'il a tout à fait la capacité, contrairement à ce que disent les oligarques, de pouvoir se gouverner lui-même sans représentants. La preuve, c'est que les représentants que nous avons ont conduit la France pratiquement à la faillite, avec un déficit et une dette de plus de 3 288 milliards.
Donc, c'est bien la preuve que ces politiciens, comme le disait, je crois, Einstein, quand il y a des problèmes à résoudre, il ne faut pas demander aux politiciens de le faire parce que c'est eux qui en sont la source. Donc, à partir de là, nous agissons dans la non-violence, dans l'information, comme on l'a dit tout à l'heure, et pour expliquer au peuple que nous avons la possibilité de changer ce système tous par nous-mêmes. Alors, il ne faut pas compter sans arrêt sur les autres, il faut que chacun mette sa pierre, il faut que chacun participe, et à partir de là, le peuple se lèvera, mais sans violence, comme lors de la révolution des œillets au Portugal, par exemple, et les choses changeront en douceur, et l'oligarchie tombera comme un frimur. Les politiciens, les partis politiques disparaîtront, étant donné qu'ils n'ont jamais réussi depuis des siècles à rendre le pays plus heureux et à donner la liberté au peuple. En 2 mots, ce que veut le CNTF-CH, paix, liberté. Absolument, Peuple, paix et justice, notre devise, peuple, paix et justice. Peuple et justice, et tout ça, ça converge vers une chose simple, ça s'appelle le bonheur, tout simplement. Et il faut aussi parler du bonheur, c'est quelque chose de très important. Alors, on a le sentiment que ça fait des centaines d'années qu'on est dirigé par une oligarchie, c'est-à-dire les gens qui sont pas très nombreux et qui gouvernent ceux qui sont très nombreux. Et on a le sentiment aujourd'hui, après, avec les connaissances que nous avons sur l'histoire, sur l'économie, sur les sciences, etc., avec ces connaissances qui s'augmentent grâce, il faut bien le dire, à Internet et à la circulation de l'information, on n'y revient jamais assez, eh bien, comment dire, il y a eu une sorte de fausse route pendant toutes ces centaines d'années, où on a été dirigé mécaniquement vers l'oligarchie avec des mécanismes de pensée qui faisaient que même les gens les plus modestes avaient le sentiment que le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était d'arriver à manger à la fin du jour, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, et que c'était déjà bien. Ils ne se posaient pas la question de savoir si ça venait du chef, du surchef, du grand chef ou du moyen chef. Parce qu'ils pensaient que c'était naturel. Voilà, c'était tombé du ciel. Dieu, les rois, les royautés divines, enfin de droit divin, etc., etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui, en reculant, en dézoomant en quelque sorte, hein, si vous voulez me permettre l'expression, en dézoomant, on s'aperçoit que tout ça était une fausse piste. Et ce que nous faisons, nous, au sein du CNTF-CH, c'est pas de réinventer la poudre autrement. Non, non, on prend un modèle qui a existé, on le décortique, on lui ouvre le moteur, si vous me permettez l'expression, on regarde ce qu'il y a dedans, et puis on se dit, mais ça, c'est drôlement chouette, c'est comme ça que ça devait fonctionner, et c'est comme ça que ça a fonctionné, et c'est comme ça que ça doit fonctionner demain. Sinon, il n'y a pas d'alternative à cette solution, hein, voilà, à cette solution démocrate. Donc voilà, donc ça c'est la fausse route. Donc on est en train de faire un pas de côté pour faire en sorte que demain nous soyons dans un autre monde qui politiquement, c'est-à-dire au sens de la gestion de la cité, va complètement changer. Il y aura toujours des pressions de la part des oligarques, de la part surtout des gens qui ont l'argent, qui sont pas forcément au pouvoir. Hein. Ceux qui ont l'argent, ils sont derrière ceux qui sont au pouvoir. Eh bien, tous ces gens-là vont continuer leur pression, bien évidemment, mais compte tenu du pare-feu qui a été allumé, qui a été posé, concernant notamment la corruption, qui est l'élément le pire de la politique, hein, c'est la corruption. Faut appeler un chat un chat. On se bat contre ça. Eh bien, cette corruption, elle va être difficile à répliquer dans une logique démocratique, telle que sont articulés les moyens politiques. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc il n'y a aucune rêverie dans tout ça. On n'est pas des doux rêveurs. On a essayé de faire des simulations de nombreuses façons différentes et on arrive toujours au même résultat. Et à la fin, comme disait je ne sais plus qui, un mathématicien je crois, c'est toujours les gentils qui gagnent. C'est-à-dire que si on choisit des bonnes options tout de suite et qu'on les impose tout de suite, elles vont s'imposer sur la durée et qu'on n'aura plus de contestation possible. C'est-à-dire que ceux qui étaient contestataires, ceux qui étaient contestataires vont se retrouver intégrés dans le système et contents de l'être. Alors, Philippe, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'il suffit d'aller sur notre site conseilnational.fr pour voir toutes les possibilités qui peuvent exister et que nous avons préparées, mis en place pour instituer cette véritable démocratie. Et je vais en profiter pour passer la parole à Jean-Pierre, qui a toujours la tête en bas. Donc, pour voir, Jean-Pierre, ce que tu penses par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors, merci Bruno, merci à chacun et à chacune de me consacrer du temps d'écoute. Iota nous parle de démocratie, et chez les Amérindiens, ce mot n'existait pas, il existait juste à peu près l'équivalent de la convivialité, vivre ensemble. C'est tout. Ils se posaient pas la question de savoir, de tirer au sort en fait. Ils faisaient des rassemblements de tous les gens qui pouvaient, parce qu'évidemment tout le monde le voulait.
Il y avait des présents de cœur et des présents de corps. Et les votes étaient faits à l'unanimité plus un des présents au nom d'eux-mêmes et de tous les leurs. Ça veut dire que ça prend en compte la totalité de l'univers. Et on entame une action chez eux que dans la mesure où on obtient ce plus un de l'unanimité. Sinon, on continue le cercle de parole, et s'il n'est pas fini le soir, on va se coucher, puis le lendemain, on recommence. Voilà la méthode des gens qui ont développé la convivialité, le vivre ensemble. Merci de m'avoir entendu. Eh bien voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée et puis surtout un excellent week-end. On aura le plaisir de vous retrouver juste après le prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, Canal historique et la France libre. Ce sera lundi. Excellente soirée, excellent week-end et plein de bonheur évidemment.